Que feriez-vous si, au milieu de la nuit, les yeux froids d'une statue se tournaient soudain vers vous? Que feriez-vous si, avant d'avoir le temps de fuir, une voix emplissait l'air, prononçant votre nom et égrenant, avec une précision implacable, chacun des torts que vous aviez commis? C'était 2h30 du matin à Houston. Les rues entourant l'église Saint-Michael étaient désertes, baignées par la lumière douce et jaunie des vieux réverbères. Un chat errant glissa entre des voitures en stationnement, au loin, le bourdonnement d'une autoroute était le seul bruit qui persistait dans l'air humide. De l'autre côté du trottoir, un homme en noir demeurait immobile dans l'ombre, Jason Miller, un nom que la police murmurait du commissariat de Dallas jusqu'à San Antonio, se tenait à l'orée d'une ligne qu'il s'était jadis juré de ne jamais franchir. Dans le presbytère, le jeune père de la paroisse, le père Michael, dormait d'un sommeil lourd après une journée entière d'absoutes et de préparatifs pour la fête de l'Assomption. Une bougie tremblotait dans la chapelle, sa minuscule flamme se reflétant sur le marbre poli. À 3 miles de là, l'officier Carla Ruiz était assise dans sa voiture de patrouille, et elle sirotait un café tiède, parcourait des yeux les rues silencieuses. Elle ne savait pas encore que, avant l'aube, elle se tiendrait devant les images de vidéosurveillance de Saint-Michael, des images qui remettraient en question chacune de ses certitudes. Quelque part à travers la ville, dans un appartement exigu au-dessus d'une laverie automatique, Eddie Alvarez, l'ami d'enfance de Jason et celui qui lui aurait donné le renseignement, faisait les 100 pas, nerveux. Il avait parlé à Jason des milliers de dollars en espèces et des bijoux entassés près de l'hôtel. Mais même l'idée de cambrioler un lieu sacré lui donnait des frissons. L'église, dans la nuit, se dressait comme une sentinelle, sa façade de briques rouges et son clocher blanc luisant faiblement sous la lune. À l'intérieur, des bouquets de lys fraîchement coupés entouraient une statue grandeur nature de la Vierge Marie. Le regard peint de la statue était baissé, les mains jointes sur une robe immaculée. À ses pieds, des enveloppes bourrées de billets, des chaînes d'or enroulées dans des coupelles d'offrandes, des écrins de velours contenant des bagues serties de diamants, autant de témoignages tangibles de la foi et de la confiance des paroissiens durant la semaine de fête. Jason s'engagea par une porte latérale étroite, ses bottes feutrant à peine le gravier. Il avait crocheté d'innombrables serrures, mais le cliquetis de celle-ci lui parut différemment, comme si le mécanisme désirait aussi baisser sa garde. L'encens le frappa d'abord à la fumée calme et familière, puis une odeur plus subtile, douce, presque florale, comme après la pluie. Le long de la nef centrale, les vitraux répandaient des taches de couleurs fantomatiques sur les bancs. Le silence n'était pas simplement l'absence de son, il avait une densité, comme si l'air retenait son souffle. Depuis la rue, un taxi solitaire passa, ses phares balayant un instant les marches de l'église. Dans son appartement, Eddie alluma une autre cigarette en tentant de chasser un malaise sans nom. Au commissariat, l'officier Ruiz nota machinalement l'heure 2h36 sans se douter que c'était précisément à ce moment que Jason franchissait le seuil de la nef. Il n'alla pas directement à l'hôtel. Les habitudes de toute une vie le firent vérifier les angles, scruter les zones d'ombre, tendre l'oreille pour capter le moindre bruit. Les caméras de sécurité, fixées près du plafond, étaient antiques, leurs verres, voilés par la poussière, confirmaient la description d'Eddie. Satisfait, Jason se dirigea vers le transept gauche où la statue de la Vierge était cernée de cierges allumés. À chaque pas, il avait l'impression d'être entraîné plus avant dans une gravité invisible. Les offrandes scintillaient sous le faisceau de sa lampe, chaînes d'or, montres incrustées de pierres, liasses de billets de sang attachés par des élastiques. Un sourire amer ourla ses lèvres. Eddie n'avait pas menti. Puis quelque chose bascula. L'air, le poids dans la pièce, la sensation d'être seul, tout changea en une fraction de seconde. C'est là que commence vraiment cette histoire, car dans les 60 secondes qui suivirent, Jason Miller, l'homme qui avait dérobé aux riches, aux pauvres, à tous, entendit son propre nom prononcé par une voix qui n'aurait jamais dû se trouver dans ce lieu. À partir de cet instant, rien de ce qui suivrait ne serait jamais semblable à ce qu'il avait connu auparavant. Longtemps avant que Jason ne mette les pieds à Saint-Michael en cette nuit d'août, son nom circulait déjà comme un avertissement murmuré dans les ruelles de Dallas. Son histoire prit racine dans le quartier sud de la ville, entre barres de logements bon marché, clôtures de grillage et trottoirs fendus. Son père, autrefois ouvrier pétrolier, avait quitté le foyer quand Jason avait 8 ans, sa mère, Linda Miller, enchaînait des doubles services comme serveuse de dîner, versant du café aux routiers, grattant les fonds de tiroirs pour que la lumière reste allumée. Souvent, le frigo n'offrait qu'un carton de lait et quelques œufs. Les voisins se souvenaient du gamin qui courait toujours, parfois pour aller chercher du pain, souvent pour fuir des ennuis. Madame Alvarez, veuve et solennelle, racontait qu'il tondait sa pelouse pour $5. Il avait ce regard, disait-elle à une voisine, comme s'il avait déjà vu trop de choses pour son âge.
À 13 ans, sa première bascule vers le crime eut lieu un après-midi de juillet suffocant. La porte d'une supérette était entr'ouverte, la cloche cassée, le caissier, distrait par une livraison, laissait un portefeuille en cuir dépassé d'une poche sur le comptoir. Jason glissa la main. 42 $, une fortune. Le bruit courut vite entre les gamins du quartier. Jason n'était pas seulement chanceux, il était rapide, prudent, invisible. À 16 ans, il roulait déjà avec une bande de jeunes qui savaient quelle cabane de jardin était laissée ouverte, quel magasin négligeait leur tiroir-caisse, quel prêteur sur gage fermait les yeux. Le vol cessa d'être un remords, dans sa tête, on ne volait que ceux qui pouvaient se le permettre. Ce n'est pas comme si je faisais du mal à quelqu'un, avait-il dit un jour à Eddie. Eddie avait ri, mais le ton de Jason sonnait moins comme une justification que comme un masque. À 22 ans, les larcins se muèrent en cambriolage de grande valeur. Il s'initia au système d'alarme, ouvrit d'anciens coffres, disparut avant que la police n'ait le temps de réagir. Les caméras le montraient parfois, une silhouette haute, encapuchonnée, jamais le visage. Les plaques des véhicules de fuite étaient toujours volées. Le détective Mark Reynolds du commissariat de Dallas possédait un dossier sur Jason plus épais qu'un bottin téléphonique. Nous savions que c'était lui, dira-t-il plus tard, mais savoir et prouver sont deux choses différentes. Au fil d'une décennie, les opérations de Jason s'étendirent au-delà de Dallas, Fort Worth, San Antonio, puis Houston. Mais malgré ses compétences, il n'avait pas d'équipe. Il faisait seul, se méfiait de tous, y compris d'Eddie, qui n'entrait en scène que pour balancer des tuyaux ou écouler du butin. Tu partages le travail, lançait-il, tu partages la cellule. Pourtant cette vie d'ombre cultivait une fin singulière. Dans son petit appartement au-dessus d'un prêteur sur gage, il feuilletait la télévision à 3 heures du matin, entouré d'objets qu'il n'aimait même plus, montres dans leur boîte, appareils jamais déballés, bijoux entassés dans des boîtes à chaussures. Plus il volait, moins les choses retenaient son intérêt. Linda, sa mère, n'appelait presque plus. Pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce qu'elle ne pouvait plus regarder son fils dériver. La fissure qui traversait Jason s'élargit encore la nuit où Eddie laissa tomber sa bombe, une église à Houston, un hôtel croulant sous l'argent et les bijoux pendant la fête. Cela commença dans un bar tamisé de l'est de la ville, celui où la jukebox restait coincée sur des ballades country et où l'odeur de friture collait aux vêtements. Jason, dans son coin habituel, sirotait une Lone Star, Eddie apparut, l'air pluvieux, les yeux cerclés, un tic nerveux au maxillaire mais le sourire complice intact. « Tu connais Saint-Michael » demanda Eddie. Jason fit la moue. « L'église » ? Oui. Actuellement, il y a plus d'argent et d'or qu'on en a vu depuis des années. Au début, Jason ne mordit pas. Il connaissait la manière dont les récits d'Eddie gonflaient à mesure qu'on les racontait. Les églises ne laissent pas ce genre d'argent traîner, objecta-t-il. Celle-ci, insista Eddie, c'était la semaine de l'Assomption, les dons affluaient, des enveloppes, des héritages de famille, des bijoux. Le vieux curé était parti en conférence, seulement le jeune prêtre et une religieuse s'occupaient du lieu. Aucun garde de nuit, 2 caméras anciennes, et ma cousine qui nettoie là-bas dit n'avoir jamais vu autant en un même endroit. Le barman, une femme nommée Martha Jean, remarqua les 2 hommes à voix basse. Jason demanda, où est la trappe ? Aucun attrape. Le dimanche, ils vont à la banque. Jusque-là, tout reste là. Je parie 50 000, peut-être plus. Pour la plupart, 50 000 $ auraient changé la vie. Pour Jason, c'était un pactole qui permettrait de disparaître pour 1 an, peut-être 2. Pourtant l'idée de frapper une église le tordait intérieurement. Pourtant, plus il y pensait, plus la somme lui semblait irrésistible. Pendant 3 jours, il s'adonna à la reconnaissance. Il observa, se fondit parmi les touristes, prit des photos de la façade historique, se posa au café d'en face en suivant les allées et venues. Il nota les habitudes, le passage régulier du père Michael, l'irruption tranquille de sœur Agnès avec ses sacs de provisions et de fleurs, la montée d'offrandes au pied de la statue. Le plan se précisa, porte arrière à 2h30, crochetage de la serrure dépassée, transept gauche, remplir le sac à dos d'abord l'argent, puis les bijoux, enfin l'or et ressortir sans encombre. 15 minutes, pas plus. Pas d'aide. Pas de témoins. Le samedi soir, la ville bourdonnait, Jason dîna sobrement, paya en liquide, rentra sans se retourner. À 1h55, l'alarme de son téléphone vibra. Tenue noire, gants, sac à dos vide, pochette d'outils roulés sur le plan de travail.
Il se contempla dans la glace, le même visage qui avait affronté détecteur et coffre, mais quelque chose, derrière les yeux, trahissait une inquiétude qu'il ne savourait jamais. À 2h28, il était dans la ruelle derrière Saint-Michael. Le monde autour de lui était silencieux, sauf le bourdonnement distant de l'autoroute. Le plan était gravé dans son esprit, chaque mouvement répété comme la respiration. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne pouvait savoir, c'est que ce cambriolage ne se terminerait pas comme il l'avait imaginé. Il s'achevait d'une manière qui finirait par changer sa vie, et celle de tous ceux qui entendraient son nom. Son nom résonnait désormais bien au-delà des ruelles qu'il avait hantées toute sa vie. L'allée derrière l'église Saint-Michel était un endroit que la plupart des habitants de Houston ignoraient. Un passage étroit, dissimulé entre deux vieux immeubles de briques, dont l'asphalte craquelé portait encore les traces effacées des jeux d'enfants disparus depuis longtemps. À 2h30 du matin, ce n'était plus qu'un couloir de ténèbres. Les bottes de Jason ne faisaient aucun bruit. Ses mains gantées glissèrent un crochet dans la serrure de cuivre terni. Des années de pratique lui avaient appris à écouter la langue muette des goupilles et des ressorts. 3 minutes plus tard, un déclic discret céda sous sa patience. Au loin, le grondement d'un camion se perdit dans le silence de la nuit. Dès qu'il franchit le seuil, l'air changea. Plus dense, plus frais, chargé d'un parfum fragile d'encens, de cire et de fleurs. Peut-être des lys, pensa-t-il, bien qu'il n'en fût pas certain. Au-dessus de lui, dans le presbytère, le père Michael s'agitait dans son sommeil. Le jeune prêtre avait veillé tard pour terminer son homélie du dimanche, inconscient que le danger s'était faufilé par la porte de derrière. Jason referma doucement derrière lui, restant immobile dans le couloir sombre. Sa lampe torche traça un mince sillon sur les lattes usées du plancher, croisant au passage des photographies jaunies de communion et de pique-niques paroissiaux. Les visages figés dans le cadre semblaient l'observer, mais il détourna les yeux. Il avançait avec la précision d'un homme qui connaissait son plan par cœur. 5 pas, un couloir, 10 pas encore. La sacristie devait être là et elle l'était. Le parfum discret du cèdre des armoires à vêtements sacrés imprégnait la petite pièce. Les armoires alignées regorgeaient de nappes d'autel, de cierges et de micelles. Rien d'autre. Pas d'enveloppe, pas de bijoux, pas d'or. Jason fronça les sourcils. Avait-il été trompé? Eddie lui avait juré que son cousin savait. Peut-être que la cachette se trouvait ailleurs. À l'autre bout de la ville, Eddie Alvarez fumait cigarette après cigarette devant sa fenêtre, rêvant déjà du sac rempli d'argent que Jason devait rapporter. Il ignorait qu'à cet instant précis, son complice ne trouvait que du bois et des étoffes dans une sacristie stérile. Jason retourna dans le couloir, son esprit recalculant. Il ne restait qu'une seule option, la nef principale. Il s'y engagea à pas feutrés. Le faisceau de sa lampe accrocha les vitraux, dont les couleurs semblaient vibrer même sans soleil. Le silence ici était différent, plus lourd, presque conscient. Quand il entra dans la nef, l'espace s'ouvrit, solennel et vaste. Des rangées de bancs vernis s'étiraient vers le sanctuaire, réfléchissant des éclats de lumière filtrés depuis la rue. Puis son regard fut attiré. Dans le transept gauche, baigné par la lueur tremblante des cierges, se dressait une statue grandeur nature de la Vierge Marie. Le voile bleu retombait sur ses épaules, ses traits peints avec une délicatesse touchante. À ses pieds, le sol disparaissait sous les offrandes, des enveloppes gonflées de billets, des chaînes d'or entremêlées comme des serpents endormis, des crucifix d'argent, des boîtes de velours, des montres qui scintillaient encore. Tout autour, des bouquets de lys et de roses diffusaient un parfum enivrant. Le cœur de Jason s'emballa. C'était là. D'un pas mesuré, il traversa le marbre, l'écho de ses semelles montant jusqu'aux voûtes. Agenouillé devant la statue, non par piété mais pour plus d'efficacité, il posa son sac à dos et commença. D'abord les liasses de billets, lourdes, gonflées de 20 et de 100 $. Puis les bijoux, une à une, glissant dans la gueule sombre du sac. Une chaîne d'or pesant des milliers. Une montre sertie de diamants. De vieilles pièces qui tintèrent en tombant. À quelques rues de là, Maria Lopez, la cousine d'Eddie, lisait encore dans son lit. Le lys qu'elle avait déposé au pied de la Vierge ce matin-là était le dernier qu'elle avait pu acheter avec son maigre salaire. Elle n'imaginait pas qu'un inconnu les repoussait en ce moment même pour atteindre les enveloppes cachées. Jason s'activait, mais un poids étrange l'envahit. Ce n'était pas la culpabilité et il avait laissé la culpabilité derrière lui depuis longtemps. Non, c'était autre chose. Comme une présence. La nuque hérissée, il leva les yeux. Les prunelles peintes de la statue, qui devait rester baissée,
semblaient vibrer à la lumière vacillante. Il voulut se convaincre qu'il s'agissait d'ombres trompeuses. Mais le parfum des lys s'intensifia soudain, l'enveloppant d'une vague étouffante. Sa lampe trembla dans sa main. L'ombre projetée de la Vierge s'allongea sur le mur et bougea, distincte de la statue. Un frisson le traversa. Le plan n'avait pas changé, mais quelque chose venait de basculer. Une bascule qui n'avait rien à voir avec l'argent, les alarmes ou la fuite. Le premier signe fut les yeux. Jason avait vu assez de statues pour savoir que leur regard était immobile. Pourtant, les iris peints se relevèrent doucement et se fixèrent sur lui. Son souffle se coupa net. Le crucifix doré qu'il tenait pesa soudain comme du plomb. Un bruit imperceptible fit vibrer les murs, comme si l'église elle-même expirait. Jason laissa tomber sa lampe, le fracas métallique résonna dans la nef. Mais il ne bougea pas. Il ne pouvait plus. L'air s'épaissit, saturé du parfum de lys, au point de lui donner le vertige. Puis une voix emplit l'espace. Pas la voix d'une bouche. Pas un son venu d'une direction précise. Elle venait de partout. Jason. Son nom, prononcé doucement, mais avec une force irrésistible. C'était une voix de femme, tendre, chaleureuse, et pourtant investie d'une autorité sans appel. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit. « Mon fils, que fais-tu ici » Chaque mot résonna dans ses os. « Depuis 15 ans, tu prends ce qui n'est pas à toi. Tu as volé les affamés, les vieux, ceux qui n'avaient rien à perdre. Crois-tu que je ne t'ai pas vu » Ses jambes fléchirent. Il tomba à genoux, incapable de se maintenir debout. Le sac se renversa, répandant sur le marbre une pluie de chaînes et de billets. « Je connais ta faim, » reprit la voix. « Je sais que ton père est parti, que ta mère a travaillé jusqu'à briser son corps. Je sais que la rue t'a appris à prendre avant qu'on ne te prenne. Mais voler ne t'a pas rendu fort. Cela t'a vidé. » Les larmes jaillirent, brûlantes, incontrôlables. Il n'avait plus pleuré depuis l'enterrement de sa mère. « Ne pleure pas pour moi, » murmura la voix. « Pleure pour toi. Pour l'amour que tu as rejeté, pour les chemins que tu as abandonnés parce qu'ils étaient plus difficiles. » Les sanglots le secouèrent. Enfin, il réussit à balbutier. « Pardonne-moi. Je suis là depuis toujours, Jason. Dans chaque choix, dans chaque erreur, dans chaque nuit où tu t'endormais avec pour seule compagne la lourdeur de ton âme. Je t'ai attendu. » Une chaleur nouvelle emplit sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, il sentit autre chose que la peur ou le calcul, un souffle d'espérance. « Que dois-je faire » Tu le sais déjà. Alors, les mains tremblantes, Jason vida son sac. Liasses, bijoux, montres, tout fut replacé doucement au pied de la statue. Le tintement métallique résonna comme une purification. La voix revint, plus douce. Ce n'est que le premier pas. Tu dois réparer ce que tu as brisé. Retrouve ce que tu as blessé. Rends ce que tu peux. Demande pardon, même s'il te le refuse. Vis dans la vérité, quoi qu'il t'en coûte. Mais je n'ai plus rien. Pas d'argent. Pas de travail honnête. Rien. Tu as ta vie. Tu as ton âme. C'est assez pour commencer. Le parfum s'atténua, l'air s'allégea. Puis plus rien. La statue retrouva son regard baissé. Jason resta à genoux jusqu'à l'aube. Quand enfin il se leva, il n'était plus l'homme qui était entré. 2 jours plus tard, son appartement au-dessus du prêteur sur gage était presque vide. Il avait tout vendu, télévision, camion, meubles. Il ne restait qu'un matelas au sol, une chaise pliante et une enveloppe contenant $9200. Pas pour fuir, mais pour réparer. Sa première visite fut pour Madame Carter, une veuve de 60 ans. 3 ans plus tôt, il lui avait volé la montre de son défunt mari. Elle ouvrit la porte, méfiante, mais quand il parla, sa voix fut simple. « Je ne peux pas vous rendre la montre. Mais je peux vous donner ce qu'elle valait. Et je peux vous dire que je suis désolé. » Elle prit l'enveloppe d'une main tremblante. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que c'est la seule chose juste à faire. » Elle referma doucement la porte, sans colère, sans police. Plus loin, chez Alvarado, le vieil épicier le reconnut aussitôt. « Toi. » Jason posa $2000 sur le comptoir. « Pour la caisse que j'ai vidée. » Le vieil homme hésita, puis garda l'argent.
Tu as de la chance que je crois aux secondes chances. Tous ne furent pas aussi cléments. Certains lui claquèrent la porte au nez. D'autres brandirent des armes. Jason ne protesta jamais. Il déposait l'enveloppe et repartait. En un mois, les 9200 $ avaient disparu, dispersés en 12 adresses. Jason prit un emploi éreintant sur un chantier, versant chaque semaine une part de son maigre salaire dans de nouvelles enveloppes. Chaque nom coché sur sa liste était une pierre posée sur le chemin de sa rédemption. 6 mois plus tard, un soir de septembre, Jason revint à Saint-Michel. Pas de nuit noire ni de sac sur le dos. Le soleil se couchait, enveloppant la façade de briques d'une lumière ambrée. Il entra parmi les fidèles anonymes, sentit l'odeur des fleurs et du bois poli. Les cierges vacillaient doucement. Le père Michael, haranguant des lys sur l'autel, leva les yeux. Jason avança lentement dans la nef. Ses bottes résonnaient, mais cette fois, chaque pas portait autre chose qu'un vol à accomplir, un avenir à reconstruire. Dans la petite sacristie de l'église Saint-Michel, les fleurs exhalaient un parfum discret. Jason s'avança vers le prêtre. Sa voix, basse mais ferme, portait une gravité nouvelle. « Père, dit-il, je m'appelle Jason Miller. Il y a des mois, j'ai laissé une note ici. » Un éclair de reconnaissance passa dans le regard du père Michael. « Vous, le même homme. Celui qui avait écrit qu'il reviendrait un jour pour réparer. » Jason hocha la tête. « Je crois que le moment est venu de vous raconter toute l'histoire. » Ils s'assirent dans un petit bureau attenant à la nef. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les stores, dessinant des bandes dorées sur les murs. Jason commença sans détour, le tuyau dédié, la sacristie vide, les offrandes déposées aux pieds de la Vierge, les yeux de la statue qui avait semblé bouger, et cette voix qu'il avait appelée par son nom. Il raconta aussi comment, cette nuit-là, il avait tout rendu, chaque objet, et comment depuis, il consacrait sa vie à rembourser des dettes que plus personne n'attendait de lui. Le prêtre l'écouta sans l'interrompre. Quand Jason termina, le père Michael se renversa dans son fauteuil et resta silencieux un long moment. « Vous savez, finit-il par dire, ces caméras que vous croyez trop vieilles pour fonctionner? Elles marchaient. Elles ont tout enregistré. » Le ventre de Jason se serra. « Tout? Absolument tout, confirma le prêtre. Votre entrée dans l'église, vos genoux pliés devant la statue, vos mains restituant chaque objet. Et puis autre chose. Une lumière, venue de nulle part, enveloppant la statue, et vous. » Il ouvrit un tiroir et en sortit une petite clé USB. Le diocèse a visionné ces images. L'évêque a parlé d'un miracle de conversion. Il m'a dit d'attendre, que vous reviendriez. Plus tard, dans la cuisine du presbytère, le prêtre fit revoir la séquence à Jason. Les images fixes des caméras donnaient au tout un aspect presque irréel. On y voyait Jason approcher avec détermination, les flammes des cierges s'intensifiant, puis l'homme tombant soudain à genoux, ses gestes guidés comme par une force invisible. Même à travers la pixelisation, on distinguait la métamorphose de son visage, la dureté cédait place à une vulnérabilité nue, presque enfantine. « Vous devriez raconter cette histoire, » dit doucement le prêtre. Jason secoua la tête. « Je ne suis pas un orateur. Il ne s'agit pas de bien parler. Il s'agit de dire la vérité. Des gens dans cette ville ont renoncé à croire que le changement est possible, que Dieu agit encore dans la vie des hommes ordinaires. Votre témoignage pourrait les atteindre. » Jason baissa les yeux vers le sol. Il avait affronté des portes claquées, des hommes armés de battes de baseball. Mais parler devant une assemblée lui semblait plus effrayant encore. Le dimanche suivant, l'église était presque pleine. Les rayons du soleil perçaient les vitraux, jetant des éclats rouges et bleus sur les bancs. Jason, assis au premier rang, avait les paumes moites. Après le dernier cantique, le père Michael s'avança au lutrin. « Avant de conclure, j'aimerais inviter quelqu'un à témoigner. Un homme qui a parcouru un long chemin pour arriver jusqu'ici. » Jason se leva lentement. Le plancher de bois craqua sous ses bottes. Il se retourna vers la centaine de regards braqués sur lui, à la fois curieux, sceptiques et attentifs. « Je m'appelle Jason Miller, » dit-il d'une voix hésitante mais ferme. « Et pendant 15 ans, j'ai été un voleur. » Un murmure parcourut l'assemblée. Alors il raconta, cette nuit d'où, son plan, la statue, la voix, puis la décision d'abandonner tout ce qui avait façonné son existence jusque-là. Il parla des restitutions, des portes claquées au visage, et de ses rares instants de pardon. Lorsqu'il termina, certains pleuraient,
d'autres demeuraient pensifs, saisis d'un silence lourd. Dans un banc du fond, un vieil homme serra les mains plus fort. Plus près, une mère pencha vers son fils adolescent et lui souffla des mots que lui seul pouvait entendre. Le service s'acheva par une prière. Mais, en quittant l'église, plusieurs fidèles vinrent entourer Jason. Certains voulurent le remercier, d'autres lui confièrent leurs propres histoires. Un jeune garçon, pas plus de 17 ans, resta à l'écart, observant en silence. Ce soir-là, dans son appartement vide, Jason comprit que son récit ne lui appartenait plus. Il était devenu celui de tous ceux qui avaient besoin de croire que le passé ne scellait pas le destin, de tous ceux qui attendaient une seconde chance. Le dimanche suivant, les bancs de Saint-Michel étaient encore plus garnis. La rumeur s'était répandue vite, chuchotée à la sortie de la messe, murmurée dans le café du coin, répétée entre deux rayons de supermarché. On venait désormais autant prier qu'entendre l'histoire de l'homme qui avait bouleversé une communauté qui ne parlait presque jamais de miracle au présent. Parmi les visages se trouvait Rafael Torres, 17 ans, qui avait écouté Jason la semaine précédente depuis le dernier rang. Depuis un an, il séchait les cours, se laissant entraîner dans de petits vols avec des garçons plus âgés. Les mots de Jason s'étaient incrustés dans son esprit comme une écharde, s'il a pu arrêter, pourquoi pas moi? Après la messe, Raphaël resta traîner dans le vestibule, feignant de consulter le panneau d'affichage jusqu'à ce que Jason passe près de lui. Monsieur Miller, balbutia-t-il, le regard rivé au sol. Moi aussi, j'ai volé. Pas grand-chose, mais assez. Jason s'arrêta, scrutant la tension de son corps. Comment tu t'appelles? Raphaël. Jason hocha lentement la tête. J'ai commencé à 12 ans. Je n'ai arrêté qu'à 35. Toi, tu as encore le temps de changer avant que ça ne devienne toute ta vie. Le garçon secoua la tête. Ce n'est pas si simple. Je n'ai jamais dit que c'était simple, répondit Jason. Mais c'est possible. Et ça vaut la peine. Il lui tendit une carte avec un numéro de téléphone. Appelle-moi demain. Je peux t'avoir une place sur un chantier. C'est du travail dur, mais honnête. Le lendemain, Raphaël se présenta. Le vendredi, son premier salaire en main, il remboursa l'épicerie qu'il avait dévalisée le mois précédent. Et Raphaël ne fut pas le seul. Une ancienne institutrice, Madame Delgado, vint trouver Jason pour lui dire qu'elle lui avait pardonné un cambriolage ancien, qu'elle soupçonnait être de son fait. Elle n'avait jamais eu de preuves, mais le voir changer l'avait libérée de l'amertume qu'elle traînait depuis des années. Un jour, dans un café, l'officier Carla Ruiz, en service depuis 15 ans, s'assit face à lui. Elle faisait partie de ceux qui avaient visionné la fameuse vidéo de l'église. Dans mon métier, dit-elle, je ne vois jamais des gens comme vous. Des gens qui changent vraiment. Continuez. Même quand vous ne le savez pas, on vous observe. Bientôt, Jason parla dans des centres communautaires, puis dans un centre de détention pour mineurs. Il ne ressemblait pas à un conférencier. Il ne lisait pas de notes. Il disait simplement la vérité, les mensonges auxquels il avait cru, la peur qu'il avait consumée, et cette nuit qui avait tout brisé. Un jour, dans ce centre, un garçon leva la main. Donc, si je dis juste pardon, c'est bon? Jason secoua la tête. Non. Pardon, c'est seulement le début. Après, il faut vivre ce pardon chaque jour, aussi longtemps qu'il le faudra. Ces mots n'étaient pas raffinés, mais ils étaient vrais. Et face à des jeunes capables de flairer l'hypocrisie à des kilomètres, cela valait plus que tout. Au chantier, l'exemple se poursuivit. 3 jeunes hommes, au bord de la délinquance sérieuse, furent embauchés. L'un abandonna vite, l'autre resta assez longtemps pour financer une école technique. Mais Raphaël, lui, persista. 2 ans plus tard, il était l'un des meilleurs ouvriers et suivait des cours du soir pour devenir électricien. Les soirs, Jason revenait souvent à Saint-Michel. Parfois, il voyait des inconnus agenouillés aux pieds de la Vierge. Parfois, le père Michael l'appelait pour parler à un visiteur venu demander des éclaircissements sur cette histoire. Mais le plus surprenant fut la façon dont les appels se mirent à affluer. Non plus de personnes réclamant de l'argent, mais demandant de l'aide pour réparer leurs propres fautes. Un soir, Luis Ortega, propriétaire d'une petite taqueria, téléphona. « Je garde depuis des années quelque chose qui n'est pas à moi, avoua-t-il. Je crois qu'il est temps de le rendre. Tu peux m'aider ?» Une semaine plus tard, Jason l'accompagna pour restituer une bague volée à sa véritable propriétaire.
Ce fut dans ces instants, voyant un autre franchir l'étape qu'il avait lui-même redoutée, que Jason comprit, sa mission n'était plus seulement de solder ses dettes. Elle consistait désormais à ouvrir la voie. 5 ans avaient passé depuis la nuit où Jason Miller avait pénétré dans Saint-Michel avec l'intention de voler, et en était ressorti porteur d'une mission. L'appartement au-dessus du prêteur sur gage avait laissé place à une petite maison de quartier, dotée d'un porche inondé de lumière au crépuscule. À l'intérieur, pas d'objets volés ni de luxe illicite, mais des cadres, Jason avec son équipe sur le chantier, un Raphaël rayonnant brandissant son diplôme d'électricien, et une photo de mariage avec Emily, la bénévole qui, un jour, lui avait simplement offert une tasse de café sans poser de questions. Emily connaissait toute son histoire. « Si tu as été pardonné, lui avait-elle dit, alors je peux aimer l'homme que tu es devenu. » Ils avaient aujourd'hui une petite fille de 3 ans, Grace, intrépide et curieuse, qui demandait souvent pourquoi son père portait toujours cette croix d'argent autour du cou. La vie de Jason était simple, le chantier au lever du jour, la maison ou l'église le soir, parfois des déplacements dans de petites villes pour parler à des groupes. Ce n'était pas glorieux, mais c'était honnête, et surtout mérité. Dans les registres paroissiaux, le père Michael avait inscrit sous son nom, témoin de conversion. Jason ne se serait jamais attribué ce titre, mais il avait fini par coller. Dans la rue, à l'épicerie, au magasin de bricolage, on l'arrêtait pour lui dire que son histoire avait redonné espoir à un frère, un fils, un ami. Les dettes du passé s'étaient amenuisées. Certaines avaient été intégralement remboursées, d'autres ne le seraient jamais qu'en temps, en effort, en persévérance. Jason conservait encore cette liste dans le tiroir de sa table de nuit. Non plus comme un fardeau, mais comme un rappel du chemin à parcourir. Un soir d'automne, il revint devant la statue de la Vierge à Saint-Michel. Les cierges tremblaient dans leurs verres, diffusant la même lueur qu'autrefois. Il n'entendit pas de voix. Il n'en avait plus besoin. La paix dans sa poitrine suffisait comme réponse. Dans les bancs, Raphaël observait, les mains dans les poches de sa veste. 2 garçons de son quartier l'accompagnaient, encore à la lisière de la dérive. « C'est lui dont je vous ai parlé », leur souffla-t-il. « S'il a changé, nous aussi on peut. » Jason s'agenouilla, non par désespoir, mais par gratitude pour le travail qui restait, pour la seconde chance offerte, pour cette grâce invisible qu'il avait rencontrée au cœur de sa pire nuit. La vie n'était pas devenue facile. Il y avait encore les factures, les longues heures, les vieilles tentations murmurant des solutions rapides et malhonnêtes. Mais chaque fois, Jason se souvenait du marbre sous ses genoux et de cette phrase, « Tu sais déjà quoi faire ». Il avait compris que la rédemption n'était pas un instant. C'était une vie construite choix après choix. Et que le passé, si sombre fût-il, n'avait pas à être une prison. À ceux qui l'écoutaient, il répétait toujours le même message, peu importe la distance parcourue dans la mauvaise direction, il y a toujours un chemin de retour. On ne peut pas effacer le passé, mais on peut décider de ce que l'on fait après. Et lorsqu'on choisit de revenir, on ne marche jamais seul.